que c'est le même sujet que l'invisibilisation, par exemple, de ceux qui ont constitué les Gilets jaunes. Vous vous souvenez quand les Gilets jaunes ont commencé à se réunir dans les rues, à manifester, etc. Sur nos écrans, on s'est tous dit, mais en fait, c'est vrai, c'est des gens qu'on ne voit jamais, dont on ne voit pas mise en récit la vie, le quotidien, les difficultés, le travail, les valeurs, voilà. Et en fait, c'est exactement ça le problème. Le problème, c'est comment se fait-il que dans notre récit médiatique, on ait toujours le sentiment qu'on ne parle que de, je sais pas, 15% de la population en permanence. On tourne autour des mêmes sujets, ceux qui les intéressent, leur vie à eux, etc. Mais on oublie le reste. Et en fait, c'est profondément violent pour ces populations d'être ainsi oubliées, de manquer, comme elles le disent elles-mêmes souvent, de reconnaissance. Bon. Et pourquoi est-ce qu'elles sont oubliées comme ça ? Parce qu'elles ont des contraintes dans leur vie de tous les jours. Donc si je reprends le cas des Gilets jaunes, avec des métiers, des jobs qui sont extrêmement contraignants, avec une précarité sociale, etc., qui font qu'elles n'ont pas accès spontanément, elles ne vont pas aller écrire des tribunes dans la presse, elles ne vont pas prendre la parole, elles ne vont pas appeler les médias, etc. Or, le sujet, c'est, n'est-ce pas le rôle des médias que de façon proactive, s'obliger à rendre compte de la société entière dans toute sa diversité et donc à prendre son téléphone eux-mêmes, enfin les médias, oui, eux-mêmes, leur téléphone eux-mêmes, et d'aller chercher cette population pour lui donner droit de cité en quelque sorte et la voix au chapitre dans le récit qu'on fait de notre société. Il en va exactement de même pour les femmes. Pourquoi est-ce qu'on trouve moins de femmes ? Parce qu'elles viennent moins spontanément frapper à la porte des médias. Parce que, y compris quand parfois, exceptionnellement, les médias vont penser à appeler une experte femme, etc. Et ça a été le cas souvent pendant le confinement, j'en ai eu beaucoup d'exemples. Oui, mais avec la double charge, les enfants, etc., les femmes sont moins disponibles malgré leur expertise. Et donc, du coup, moins promptes à accepter tel ou tel plateau médiatique et donc à laisser la place à des hommes. Autrement dit, les femmes ont des contraintes particulières, de moindre disponibilité, de moindre culture de l'autopromotion, etc., qui font qu'elles sont absentes dans les faits ou quasi absentes des canaux médiatiques. Ce n'est pas une raison pour renoncer, c'est aux médias d'adapter leur façon de faire et donc de s'astreindre à aller les chercher. Je vais vous donner un exemple précis parce que c'est quelque chose que j'ai vécu comme ministre. Quand je suis devenue ministre de l'Éducation nationale en 2014, j'ai prévenu tout de suite mon équipe proche, mon cabinet, en leur disant, je sortais du ministère des Droits des Femmes, c'est des sujets qui me tiennent à cœur, en leur disant, écoutez, que les choses soient claires, dans toutes les nominations que je vais faire, je veux atteindre la parité. Donc je sais qu'on n'est absolument pas à la parité, par exemple chez les recteurs. À l'époque où je suis arrivée de mémoire, sur 30 recteurs, on devait avoir... je ne sais pas, 7 femmes. Donc j'ai dit, à chaque fois qu'il y aura un jeu de chaises musicales, qu'on changera de recteur, je veux avoir cet objectif de parité. Et donc mon équipe a veillé au grain et à chaque fois que la situation se présentait, me donnait un vivier de personnes possibles à nommer à ces fonctions, dans lesquelles il y avait des femmes et des hommes. Je commençais, je l'avoue, c'est une forme de discrimination positive, tenez-moi en rigueur si vous voulez, systématiquement par appeler les femmes, mais vraiment. Eh bien, d'expérience, je sais qu'il fallait appeler 5 ou 6 femmes avant d'en trouver une qui accepte. Pourquoi ? À chaque fois pour de bonnes raisons. Écoutez, je ne suis pas forcément la plus experte du sujet, du domaine, etc. Et je ne sais pas si j'ai la compétence, la légitimité requise. Écoutez, c'est à l'autre bout de la France, voire peut-être même dans les dom-toms, etc. Je ne sais pas si je vais pouvoir géographiquement parlant. Écoutez, je viens de me faire confier d'autres responsabilités et ça m'ennuie de les quitter en plein milieu et de laisser mes équipes en plan. Voilà, le type d'argument que je recevais de la part des femmes. Et il me fallait insister très lourdement pour leur dire « mais non, mais si, ça ira, vous serez à la hauteur, j'ai confiance en vous, et puis on réglera le problème géographique, et puis... » pour enfin en trouver une qui accepte. Il suffisait que je discute 3 minutes avec un homme, quand j'en venais appeler des hommes, ma question n'était même pas terminée, que la réponse était oui, évidemment, évidemment, on se posait beaucoup moins de questions. Donc je sais qu'il faut insister. Donc je demande aux médias en fait de faire le même effort que ce que j'ai fait, parce que moi mon effort a payé. Hein. Je veux dire, quand j'ai quitté le ministère de l'Éducation en 2017, il y avait autant de femmes que d'hommes recteurs. Donc j'avais atteint la parité.
mais avec beaucoup d'énergie déployée de ma part. Eh bien, je demande aux médias de déployer la même énergie. Et cette demande faite aux médias, évidemment, elle vaut aussi pour les partis politiques, enfin tous les lieux de construction finalement de personnages publics. Les partis politiques, ils sont un peu contraints en réalité par les lois parité. Les médias n'ont jamais eu leur loi parité. Le problème, c'est que c'est paradoxal. Parce que du coup, si vous le quittez, ça veut dire qu'il y a encore moins de femmes. Non, je pense que... Vous savez, je me souviens, quand j'étais ministre des droits des femmes, à un moment donné, j'ai fait adopter une loi qui s'appelait la loi égalité femmes-hommes, adoptée d'ailleurs le 4 août 2014. J'avais bien choisi la date du 4 août, l'abolition des privilèges. Et je me souviens, dans la discussion parlementaire autour de cette loi, avoir voulu, à un moment donné, introduire une formation sur les questions d'égalité femmes-hommes dans les écoles de journalisme. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça a fait l'objet de résistance, de débats, de combats, de lobbying intense de la part des écoles de journalisme concernées. Et à la fin, la mesure n'était pas passée. J'étais extrêmement irritée, mais ils avaient réussi à avoir avec eux une majorité de parlementaires qui étaient dans l'hémicycle à ce moment-là. Beaucoup de parlementaires conservateurs, évidemment. Et du coup, ça m'a fait... j'en étais vraiment marrie, parce que je pense que c'était très important, au contraire, parce qu'en fait, former à l'égalité femmes-hommes, quand on est en école de journalisme, c'est pas de l'idéologie, c'est pas chercher à vous faire, adopter l'écriture inclusive ou que sais-je, non. C'est simplement dire, attention, quand vous parlez des violences faites aux femmes, à ne pas faire passer pour des faits divers, des choses qui sont d'un autre ordre, plus structurant et plus problématique. Attention de manière générale à l'image que vous donnez des femmes dans vos papiers. Enfin, on sait qu'encore aujourd'hui, dans de nombreux papiers de presse, quand on parle des femmes politiques, honnêtement, ça n'est qu'à la fin du papier qu'on commence à s'intéresser à leurs idées. Enfin, bon, ces choses-là, il faut quand même qu'on vous les ait expliquées pour qu'elles soient accessibles. Et donc le fait qu'on n'ait pas pu passer cette mesure-là m'a beaucoup peinée. Et quand, quelques années plus tard, a éclaté l'affaire de la Ligue du LOL, dont vous vous souvenez forcément, eh bien j'y ai repensé. Je me suis dit, si les écoles de journalisme avaient eu cette formation, on n'en serait peut-être pas là. Alors, moi, je suis désolée, c'est très banal ce que je vais vous dire, mais les réseaux sociaux sont à la fois le meilleur et le pire. Donc, du coup, évidemment que je les utilise. Évidemment, c'est quand même... je sais pas, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être reconnu par l'AFP ou par Reuters pour passer une information à laquelle on tient. Vous vous rendez compte qu'autrefois, je veux dire, quand vous n'étiez pas reconnu par ces agences-là, comment passer un communiqué de presse? Vous le prenez jamais. J'en ai fait l'expérience dans mon jeune engagement politique, je m'en souviens. Donc aujourd'hui, pouvoir directement tweeter votre message et que ce soit lu par un nombre considérable de gens, c'est formidable. Ça, c'est le côté très positif de maîtriser sa communication. Le côté évidemment très négatif, c'est en effet tout ce que vous avez dit sur la violence des réseaux sociaux et sur le fait que, en fait, vous connaissez ce mécanisme des bulles qui fait qu'en fonction de vos appétences, de vos goûts, des précédentes recherches ou de votre communauté d'intérêts et d'amis, vous n'allez avoir accès qu'à un certain type d'informations qui vont toujours vous confirmer dans vos intuitions, dans vos présupposés, etc. Donc cette chose-là, ce mécanisme de bulle qui enferme et qui fragmente et qui éloigne les uns des autres et qui rend toutes nos positions si irréconciliables à la fin, le clivage permanent, eh bien ça m'inquiète beaucoup dans les réseaux sociaux. Alors évidemment, ça se traduit par de la violence, et d'ailleurs cette violence, force est de constater qu'elle touche plus les femmes que les hommes. Quand on est un personnage public, pour moi, il n'y a vraiment pas photo entre être un personnage public femme ou être un personnage public homme. Je ne dis pas que les hommes ne se prennent rien sur les réseaux sociaux, mais sincèrement, c'est insupportable pour les femmes, vraiment. Et d'ailleurs, ça explique aussi pourquoi certaines femmes hésitent à s'engager, parce que cette violence, elle est quand même pas très confortable. Donc c'est toute cette chose-là, cette violence, ce mécanisme de bulle qui est problématique et qui, à la fin, me semble-t-il, conduit à aggraver un certain nombre de stéréotypes dans notre société.
C'est-à-dire y compris sur ces sujets d'égalité femmes-hommes, alors qu'on pourrait considérer qu'on est dans une société qui va vers plus de progrès naturellement, les lois, les débats. En fait, si sur les réseaux sociaux, sur lesquels vous passez quand même beaucoup de temps, notamment les plus jeunes, vous avez des propos extrêmement violents envers les femmes, les traitant en permanence de putains, ou vous avez des stéréotypes, des idées reçues sur les blondes, etc., qui ont cours en permanence, puisqu'il n'y a pas vraiment de contrôle de ce qui se dit sur ces réseaux sociaux, ça conforte un certain nombre de stéréotypes et ça dégrade en fait la perception qu'on a par exemple des femmes. Donc c'est une vraie inquiétude pour moi. De manière générale, je pense que c'est devenu l'un des défis prioritaires pour l'école que d'apprendre aux enfants à utiliser les outils numériques, à ne pas être les jouets des outils numériques, ne pas être les sujets des outils numériques, parce qu'en fait c'est ça qui est en train de se dessiner quand même. Je veux dire, si les enfants ne comprennent pas comment l'information se fabrique, comment trier entre information et désinformation, comment ne pas laisser leurs données personnelles n'importe où sur les sites internet, comment se méfier des pédophiles ou que sais-je qui se cachent derrière des comptes anonymes. Mais comment voulez-vous qu'ils l'apprennent d'eux-mêmes? Donc à l'époque déjà, tout à l'heure on parlait des sujets qui ont été des sujets de combat pour moi quand j'étais ministre, donc on a beaucoup parlé du ministère des droits des femmes, mais même à l'éducation. Honnêtement, le nombre de gens qu'il fallait convaincre de ce que, si, le numérique était le sujet de l'école, parce que vous aviez des tas de gens qui vous disaient mais n'importe quoi, regardez Bill Gates et compagnie, ils mettent leurs enfants dans des écoles où il n'y a pas de réseau Wi-Fi et pas d'écran. Ouais, peut-être que Bill Gates, il a des précepteurs qui par ailleurs, ou même lui-même directement, qui par ailleurs prennent le temps d'apprendre et d'éduquer leurs enfants à l'utilisation des écrans, mais enfin nos enfants, à nous, ils n'ont pas forcément tout ça pour eux. Donc l'école, le service public de l'école doit être là aussi pour les guider et leur apprendre à s'en servir, et leur apprendre même à s'en servir avec profit, c'est-à-dire que l'outil numérique peut devenir un médium d'amélioration des apprentissages, quelque chose qui vous aide à améliorer, notamment dans une salle de classe, parce que vous pouvez avoir un apprentissage progressif grâce à l'écran, enfin grâce à l'outil numérique, parce que vous ne donnez pas les mêmes exercices à faire à tous les élèves. Donc vous passez d'une conception où on voit la classe de façon massive à une conception plus individualisée. On progresse mieux. Je suis trop longue, mais en tout cas, c'est clair que l'éducation aux médias et à l'information doit être une priorité. C'est clair qu'on est dans un monde dans lequel, on l'a vu avec le Covid-19, mais enfin demain, vous vous souvenez quand même qu'on a potentiellement une catastrophe écologique qui se prépare. L'enseignement à distance va sans doute se présenter de façon de plus en plus régulière. Et donc, il faut quand même qu'on équipe les élèves, qu'on forme les enseignants à potentiellement passer des temps d'enseignement à distance. Donc tout ça, on a besoin du numérique. Donc oui, j'étais pas mécontente d'avoir investi sur le sujet. J'ai constaté après 2017 que tout cela avait été mis sous l'étouffoir, comme beaucoup de choses, évidemment. Merci beaucoup. Merci.